Le 7 septembre 2025, dans les profondeurs d'un volcan éteint du Burkina Faso, un événement inattendu a brusquement déplacé les lignes du pouvoir économique mondial. Ce qui semblait être une simple mission d'exploration s'est transformé en une découverte minière d'une ampleur sans précédent, promettant richesse, influence, mais aussi de nouvelles formes de vulnérabilité géopolitique pour les citoyens burkinabés, pour les partenaires étrangers et pour l'équilibre régional. Que signifie réellement ce moment historique placé sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré? Derrière l'euphorie, une trajectoire incertaine commence à se dessiner. Cette histoire promet plus qu'un récit spectaculaire de ressources naturelles. Elle propose une lecture structurée des enjeux réels qui se jouent derrière l'annonce, loin de l'euphorie immédiate et des slogans symboliques. En comprenant les mécanismes économiques, politiques et sociaux à l'œuvre, le public peut saisir comment une découverte géologique devient rapidement une question de souveraineté, de gouvernance et de choix stratégiques durables. Le Burkina Faso se trouve désormais face à une équation délicate: transformer un potentiel minier exceptionnel en levier de développement sans reproduire les cycles de dépendance observés ailleurs. Les décisions prises dans les premiers mois pèseront sur les institutions, les relations internationales et la cohésion nationale. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien vaut cette richesse, mais qui la contrôle, comment elle est protégée et selon quelles règles elle est exploitée. Dans ce contexte, chaque annonce officielle, chaque partenariat envisagé et chaque mesure de sécurité devient un signal observé attentivement bien au-delà des frontières nationales. Ce récit vise donc à éclairer les risques, les opportunités et les zones d'incertitude, afin de comprendre ce qui est réellement en jeu à ce stade critique. La révélation centrale est simple: en moins de 24 heures, une découverte scientifique locale est devenue un fait géopolitique mondial. Le 7 septembre 2025 marque le point de bascule lorsque les premières confirmations techniques ont quitté le cercle des ingénieurs pour atteindre le sommet de l'État, sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré. À l'origine, l'opération n'avait rien d'exceptionnel. Une équipe d'ingénieurs burkinabés, appuyée par des spécialistes étrangers, menait une mission d'exploration de routine dans une zone volcanique considérée comme inactive et peu prometteuse. Les premiers relevés ont pourtant signalé des anomalies de densité impossibles à expliquer par les modèles habituels. Ces données ont d'abord été classées comme des erreurs instrumentales, avant que des recoupements satellitaires ne confirment leur cohérence. Lorsque l'information atteint Ouagadougou, la réaction est immédiate. Des moyens de sécurisation sont déployés, des experts indépendants sont sollicités et la chaîne décisionnelle se resserre. Ce moment transforme une découverte technique en enjeu politique. À partir de là, chaque étape n'est plus seulement scientifique, elle devient stratégique. Le contexte régional renforce cette bascule. Le Burkina Faso évolue dans un environnement marqué par l'instabilité sécuritaire, la pression internationale et une histoire récente de rupture politique. Dans ce cadre, la maîtrise de l'information et du calendrier devient aussi importante que la découverte elle-même. Ibrahim Traoré adopte alors une posture mesurée, évitant toute surenchère publique tout en consolidant le contrôle institutionnel du dossier. La diffusion de la nouvelle par les médias internationaux agit comme un accélérateur. En quelques heures, la découverte est comparée à des précédents historiques ayant profondément modifié le destin de certains États producteurs de ressources. Cette comparaison nourrit autant l'espoir que la prudence. Ainsi, dès ses premières heures, l'événement dépasse la géologie. Il ouvre une chaîne de causes et de conséquences où se mêlent art souveraineté, attentes populaires et calculs extérieurs, posant la question centrale.
Le pays est-il prêt à gérer ce changement d'échelle? Au cœur de cette phase initiale, un rôle discret mais déterminant émerge, celui des équipes techniques chargées de traduire une anomalie scientifique en information exploitable par l'État. Géologues, ingénieurs et analystes de données deviennent les premiers médiateurs entre le sous-sol et le pouvoir politique. Leur travail conditionne la vitesse, mais aussi la crédibilité de chaque décision ultérieure. Un premier impact se fait sentir dans la chaîne institutionnelle. Les ministères concernés réorganisent leurs priorités, des cellules de coordination sont mises en place et les canaux de communication se resserrent. Ce mouvement rapide vise à éviter les fuites, à limiter les interprétations spéculatives et à préserver une marge de manœuvre stratégique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme le point d'arbitrage final, non pas dans une logique de mise en scène, mais de verrouillage décisionnel. Sur le terrain, les effets sont immédiats. La sécurisation du site modifie les routines locales, les flux de circulation, et la présence militaire devient plus visible. Pour les communautés environnantes, cette transformation soudaine génère à la fois de l'espoir et de l'incertitude. Les discussions quotidiennes basculent d'une économie de subsistance vers des projections inédites sur l'avenir. Un second impact touche la perception extérieure. Les partenaires étrangers, observant la rapidité de la réponse étatique, ajustent leur lecture du rapport de force. Le pays n'apparaît plus uniquement comme un espace d'extraction potentiel, mais comme un acteur capable d'imposer un tempo et des règles. Ces effets précoces, encore fragmentaires, dessinent déjà une réalité clé. La découverte n'est pas neutre. Elle redéfinit les priorités, teste les institutions et place le pays face à une responsabilité nouvelle, lourde de conséquences à court terme. Le déclenchement est rapide et méthodique. Dès la confirmation technique, l'État active une séquence en 3 temps visant à reprendre l'initiative avant toute appropriation externe. La première phase consiste à sécuriser physiquement le site en limitant l'accès, en contrôlant l'espace aérien et en centralisant les flux d'informations. Cette étape marque un passage clair du domaine scientifique au domaine stratégique, sous l'autorité directe d'Ibrahim Traoré. La montée en intensité survient avec la diffusion partielle de l'information. L'annonce officielle est calibrée, volontairement sobre, évitant toute estimation chiffrée prématurée. Ce choix vise à contenir les réactions spéculatives tout en signalant que le contrôle reste national. À l'intérieur du pays, cette retenue est perçue comme un acte de sérieux. À l'extérieur, elle est interprétée comme un message de fermeté. Le point culminant intervient lorsque les comparaisons internationales émergent. Des analystes évoquent des précédents historiques où une ressource stratégique a redéfini la trajectoire d'un État. Cette mise en parallèle agit comme un amplificateur. Les marchés, les gouvernements et les acteurs privés commencent à intégrer le Burkina Faso dans de nouveaux scénarios économiques et géopolitiques. Le pays passe du statut d'observé à celui d'élément perturbateur potentiel. Les répercussions suivent immédiatement. Des délégations informelles expriment leur intérêt, des notes d'analyse circulent dans les capitales étrangères, et les médias internationaux multiplient les interprétations. Chaque prise de parole publique est décortiquée, chaque silence est analysé. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré choisit de renforcer la cohérence interne avant toute ouverture externe, privilégiant la consolidation institutionnelle à la négociation hâtive. En parallèle, les dynamiques internes évoluent. Les attentes populaires s'intensifient, portées par un récit d'espoir et de réparation historique. Cette énergie collective constitue à la fois un atout politique et un risque de décalage si les promesses implicites ne sont pas maîtrisées. Le pouvoir doit alors composer entre transparence progressive et gestion des anticipations.
La phase de résonance internationale marque la fin de cette séquence initiale. Le pays n'est plus seulement détenteur d'une découverte, il devient un acteur scruté, évalué et parfois testé. Les alliances potentielles, les pressions diplomatiques et les calculs sécuritaires commencent à se cristalliser. Ainsi, en l'espace de quelques jours, une chaîne d'événements transforme une anomalie géologique en catalyseur politique. Ce passage éclair de l'activation au contre-coup révèle une réalité fondamentale. La vitesse devient un facteur de pouvoir et chaque décision prise dans ce court intervalle imprime une direction durable à l'ensemble du processus. Le point de départ analytique repose sur un contraste clair entre l'état initial et la situation créée par la découverte. Avant le 7 septembre 2025, la zone concernée était classée comme à faible potentiel économique, sans activité extractive structurante et sans valeur stratégique reconnue au niveau international. Après la confirmation technique, cette même zone devient un actif central, capable d'influencer des équilibres économiques et politiques bien au-delà des frontières nationales. Le premier indicateur mesurable concerne la mobilisation des ressources étatiques. En quelques jours, les effectifs de sécurité et d'expertise affectés au périmètre ont été multipliés, traduisant un changement brutal de priorité. Cette montée en charge rapide signale que l'État perçoit désormais le site comme une infrastructure critique comparable à une installation énergétique ou militaire sensible. Cette bascule organisationnelle constitue un premier delta significatif entre l'avant et l'après. Un second indicateur porte sur la tension internationale. Avant l'annonce, le Burkina Faso occupait une place marginale dans les notes de prospective économique mondiale. Après la diffusion de l'information, le pays apparaît dans des analyses stratégiques, des briefings diplomatiques et des projections de marché. Ce déplacement de visibilité, bien que difficile à chiffrer précisément, se traduit par une densité accrue de signaux faibles, déclarations prudentes, consultations exploratoires et repositionnement discursif. Le troisième élément quantifiable concerne le calendrier décisionnel. Là où les projets miniers classiques s'étalent sur des années, la séquence actuelle se mesure en semaines. Les délais de consultation, d'évaluation et de planification sont compressés, augmentant à la fois l'efficacité potentielle et le risque d'erreur. Cette accélération temporelle est un facteur clé dans l'analyse, car elle conditionne la capacité de l'État à maintenir le contrôle tout en absorbant la complexité croissante du dossier. La lecture de ces données doit toutefois rester prudente. Les chiffres disponibles à ce stade sont indicatifs, non définitifs, et fortement dépendants des choix politiques à venir. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Sa capacité à interpréter ces signaux, à arbitrer entre vitesse et stabilité, et à hiérarchiser les priorités influence directement la trajectoire future. Enfin, un dernier delta mérite attention, l'écart entre perception et réalité. L'ampleur symbolique de la découverte génère des attentes qui dépassent parfois les capacités immédiates de transformation économique. Mesurer cet écart, le reconnaître et l'intégrer dans la communication publique devient un enjeu de gouvernance à part entière. Ainsi, les données disponibles ne racontent pas seulement une montée en puissance. Elles dessinent un système sous tension où chaque indicateur doit être lu en relation avec les autres. La quantification, ici, n'est pas une fin, mais un outil pour comprendre comment un événement ponctuel peut redéfinir durablement les paramètres de décision nationale. Deux lectures critiques s'opposent à l'optimisme dominant et méritent d'être examinées avec sérieux avant toute conclusion. La première soutient que toute découverte de ressources à grande échelle expose mécaniquement un État à des dynamiques de dépendance, de captation et de déstabilisation.
Selon cette approche, l'histoire économique récente montre que les pays disposant d'actifs stratégiques concentrés deviennent des cibles de pressions extérieures, de rivalités internes et de cycles de rentes difficiles à maîtriser. Dans ce cadre, la prudence commanderait de limiter l'ambition et de diluer rapidement l'enjeu. La seconde critique avance que la capacité institutionnelle actuelle du pays pourrait être insuffisante pour gérer un projet d'une telle complexité. Elle pointe les risques liés à la gouvernance, à la transparence et à la coordination intersectorielle. Même avec une volonté politique affirmée, l'argument souligne que la vitesse d'exécution et la multiplication des acteurs augmentent la probabilité d'erreurs structurelles aux conséquences durables. Ces deux positions reposent sur des précédents réels et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Toutefois, l'analyse des éléments disponibles invite à une réponse nuancée. D'une part, le contrôle étroit du calendrier, de la communication et des accès réduits à court terme, les marges de captation externes. D'autre part, la centralisation décisionnelle observée depuis l'annonce indique une conscience aiguë des risques évoqués par les critiques. La question n'est donc pas de nier ces dangers, mais d'évaluer la capacité du système à y répondre progressivement. Les premières mesures montrent une volonté de poser des garde-fous avant toute phase d'exploitation intensive. Cette séquence préparatoire, si elle est maintenue, peut limiter les effets de dépendance souvent cités. En définitive, le débat ne se résume pas à un choix binaire entre opportunité et menace. Il révèle une tension structurelle entre ambition nationale et contraintes systémiques. La manière dont cette tension sera gérée déterminera si les scénarios pessimistes se réalisent ou restent théoriques. À mi-parcours, un élément modifie la lecture initiale de l'événement. La découverte ne se limite plus à une ressource, elle redéfinit un positionnement. Ce glissement est perceptible lorsque l'État commence à parler moins d'extraction et davantage de gouvernance, de cadre et de séquençage. Le débat quitte le terrain de la quantité pour entrer dans celui du contrôle. Cette inflexion se traduit par un changement de priorité visible. Les discussions internes s'orientent vers la protection du site, la formation des compétences locales et la maîtrise technologique avant toute projection de revenus. Ce choix ralentit volontairement certaines attentes, mais il réduit les risques de dépendance immédiate. Il marque aussi une rupture avec des modèles extractifs observés ailleurs. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme le vecteur de cette requalification stratégique. Sa communication insiste moins sur la promesse économique que sur la responsabilité institutionnelle, signalant que la valeur réelle réside dans la capacité à décider du rythme et des conditions. Ce repositionnement est scruté par les partenaires étrangers qui ajustent leurs hypothèses en conséquence. La révélation médiane est donc claire. L'enjeu principal n'est plus la découverte elle-même, mais la manière dont elle est intégrée dans une vision de long terme. À partir de ce point, les conséquences cessent avant d'être théoriques et commencent à se matérialiser concrètement. Les effets tangibles de la découverte se déclinent différemment selon les groupes concernés, révélant une transformation progressive mais inégale. Pour les institutions nationales, l'enjeu principal réside dans l'adaptation rapide des cadres existants. Des administrations habituées à gérer des urgences sécuritaires doivent désormais intégrer des paramètres économiques, environnementaux et diplomatiques complexes. Cette extension du champ d'action met à l'épreuve les capacités de coordination, mais elle renforce aussi le rôle de l'État comme arbitre central. Du côté des acteurs économiques, la dynamique est plus ambivalente. Les entreprises locales perçoivent une opportunité potentielle de montée en compétences et de diversification, mais elles restent dépendantes des orientations politiques à venir. Les acteurs étrangers, quant à eux, observent avec prudence.
L'absence d'ouverture immédiate crée une frustration, mais elle envoie un signal clair. L'accès ne sera ni automatique ni prioritaire sans conditions strictes. Cette posture modifie les stratégies d'approche et ralentit les projections spéculatives. Pour les populations locales, les conséquences sont d'abord sociales et symboliques. La présence accrue des forces de sécurité, les restrictions d'accès et les changements logistiques affectent le quotidien. En parallèle, l'espoir d'un avenir économique différent nourrit des attentes élevées. Cette tension entre promesses et réalité immédiate constitue un point de vigilance majeur, car elle influence la confiance envers les institutions et la patience collective. À l'échelle régionale et internationale, l'impact est plus diffus mais stratégique. Le pays est désormais intégré dans des analyses prospectives qui dépassent son poids économique antérieur. Les partenaires évaluent les répercussions possibles sur les chaînes d'approvisionnement, les équilibres d'influence et les alliances émergentes. Cette nouvelle visibilité confère une capacité de négociation accrue, mais elle expose aussi à des pressions plus sophistiquées. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré occupe une position charnière. Son rôle n'est pas seulement décisionnel, il est interprétatif. Chaque choix, chaque déclaration ou chaque silence contribue à façonner la perception de stabilité ou d'incertitude. La manière dont ces conséquences concrètes sont gérées déterminera si la découverte devient un levier de consolidation ou une source de fragilité. Ainsi, les effets observables montrent que l'événement n'est plus abstrait. Il agit déjà sur les structures, les comportements et les anticipations, traçant des lignes de force qui orientent la suite du processus. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant moins de la découverte elle-même que des choix de gouvernance qui l'encadrent. Le scénario de base repose sur une consolidation progressive. L'État maintient un contrôle strict, avance par étapes et privilégie la sécurisation juridique et institutionnelle avant toute exploitation élargie. Dans cette hypothèse, la croissance des attentes est contenue, la pression extérieure reste gérable, et le pays gagne du temps pour structurer ses capacités internes. Ce scénario favorise la stabilité, mais il exige une discipline politique constante. Le scénario optimiste suppose une coordination réussie entre protection nationale et ouverture sélective. Des partenariats encadrés permettent un transfert de compétences, une montée en formation locale et une communication transparente qui aligne attentes sociales et calendrier réel. La découverte devient alors un catalyseur de réformes institutionnelles, renforçant la crédibilité internationale sans céder le contrôle. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré comme arbitre du tempo et des règles joue un rôle déterminant, car elle conditionne la confiance des acteurs internes et externes. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une accumulation de tensions. Une accélération mal maîtrisée, une communication ambiguë ou des fuites d'informations peuvent alimenter la spéculation, accroître les pressions diplomatiques et creuser l'écart entre promesses et réalité. Dans cette configuration, les attentes populaires deviennent difficiles à contenir, tandis que les partenaires étrangers cherchent à tester les lignes rouges. Le risque n'est pas un effondrement immédiat, mais une érosion progressive de la capacité décisionnelle. Ces scénarios ne sont ni exclusifs ni figés. Ils coexistent comme des directions possibles, sensibles à des signaux faibles. Qualité de la coordination administrative, cohérence des messages publics et capacité à absorber la complexité croissante. Une clé de lecture s'impose alors. Si la vitesse l'emporte sur la structure, les risques augmentent. Si la structure précède la vitesse, la marge de manœuvre s'élargit.
La recommandation centrale n'est donc pas prédictive mais méthodologique. Observer les décisions intermédiaires plutôt que les annonces spectaculaires permet de comprendre quel scénario est en train de s'imposer. Au-delà des équilibres macroéconomiques et des calculs géopolitiques, les effets de la découverte se répercutent de manière très concrète sur différents segments de la société. Pour les jeunes urbains, souvent confrontés à un horizon professionnel limité, l'événement ouvre une perspective nouvelle. La promesse implicite n'est pas seulement celle d'emploi, mais celle d'une montée en compétences, à condition que les filières de formation suivent réellement. Les communautés rurales vivent une expérience différente. Elles sont les premières exposées aux changements logistiques, aux restrictions d'accès et à la présence accrue de forces de sécurité. En contrepartie, elles portent aussi l'espoir d'investissements locaux et de reconnaissance stratégique de leur territoire. La gestion de cette attente devient un facteur clé de stabilité sociale. Pour les fonctionnaires et cadres intermédiaires, la période est marquée par une intensification du travail et une pression accrue. Ils se retrouvent au cœur de la mise en œuvre, chargés de traduire des orientations politiques en procédures concrètes. Leur capacité d'adaptation influence directement l'efficacité des décisions prises au sommet. Enfin, pour les observateurs internationaux et la diaspora, la situation agit comme un test de crédibilité. Les choix opérés sont scrutés non seulement pour leur efficacité économique, mais pour ce qu'ils révèlent de la trajectoire politique du pays. Dans ce regard croisé, Ibrahim Traoré devient un repère symbolique incarnant soit une gestion maîtrisée, soit une expérimentation risquée selon les interprétations. Ces perceptions différenciées rappellent une réalité essentielle. L'impact d'un événement de cette ampleur ne se mesure pas uniquement en indicateurs globaux. Il se construit dans les expériences quotidiennes, les attentes individuelles et la confiance collective. C'est à ce niveau, souvent invisible dans les analyses, que se joue une part décisive de l'issue. À ce stade, la question n'est plus de commenter l'événement, mais d'organiser une réponse structurée. Une feuille de route crédible s'articule autour de quelques étapes lisibles, chacune conditionnant la suivante. La première consiste à verrouiller le cadre institutionnel en clarifiant les responsabilités, les circuits de décision et les mécanismes de contrôle. Sans cette base, toute accélération accroît mécaniquement les risques d'erreur. La deuxième étape porte sur la maîtrise de l'information. Définir ce qui est communiqué à qui et selon quel calendrier permet de réduire la spéculation et d'aligner les attentes internes. Cette discipline communicationnelle devient un outil de gouvernance à part entière. Elle protège l'État autant qu'elle rassure les partenaires. La troisième étape concerne la montée en compétences locales. Avant toute exploitation élargie, l'investissement dans la formation technique, administrative et environnementale conditionne la capacité à conserver le contrôle effectif. C'est ici que les choix de priorisation produisent des effets durables bien au-delà du cycle politique immédiat. La quatrième étape vise la sécurisation juridique et physique du site. Elle ne se limite pas à la protection matérielle, mais inclut la prévention des conflits d'usage, des pressions informelles et des contournements réglementaires. Cette dimension, souvent sous-estimée, détermine la crédibilité de l'ensemble du dispositif. Enfin, la cinquième étape repose sur l'évaluation continue. Mettre en place des indicateurs simples, révisables et transparents permet d'ajuster la trajectoire sans rupture. Dans cette séquence, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît central, non comme gestionnaire de détail, mais comme garant de la cohérence d'ensemble. Cette feuille de route ne promet pas un succès automatique. Elle propose une méthode pour transformer une opportunité en processus maîtrisé en acceptant que la prudence, ici, constitue une forme de puissance.
Le fil conducteur de cette séquence n'est pas seulement une découverte, mais un symbole revenu à la surface après des décennies de contraintes. Au début, il y avait un territoire perçu comme marginal, puis un site technique, et enfin un point de convergence où se croisent espoir, risque et responsabilité. Ce cheminement rappelle que les moments charnières ne se reconnaissent peut-être pas toujours immédiatement, mais se révèlent inédits dans leurs effets cumulatifs. Le motif central, introduit plus tôt, revient ici avec plus de clarté. La valeur réelle ne réside pas uniquement dans ce qui est extrait, mais dans la capacité à décider collectivement de ce qui doit l'être et à quel rythme. Cette idée traverse les discours, les mesures et les silences observés depuis l'annonce. Elle donne une cohérence à des choix parfois perçus comme prudents, voire retenus. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré incarne moins une figure héroïque qu'un point de fixation. Sa posture, volontairement sobre, concentre les attentes et cristallise les interprétations. Elle sert de miroir aux ambitions projetées sur le pays, positives ou critiques. Une phrase s'impose alors comme un clou narratif, la maîtrise précède la richesse. La Si ce principe est maintenu, l'événement restera un levier. S'il est abandonné, il deviendra une épreuve. À ce point du récit, il ne s'agit plus d'annoncer ni de conclure, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagé. L'événement observé au Burkina Faso dépasse un cas national précis et interroge une question plus large. Comment un État transforme-t-il une rupture soudaine en trajectoire durable, sans céder ni à la précipitation ni à l'isolement? Les mois à venir offriront des signaux décisifs. Ils diront si la méthode prévaut sur l'émotion, si la structure l'emporte sur la vitesse et si la cohérence résiste aux pressions multiples. Dans cette séquence, la figure d'Ibrahim Traoré continuera d'être lue comme un indicateur, non parce qu'elle concentre tout le pouvoir, mais parce qu'elle symbolise un choix de direction. Pour le public, l'enjeu est aussi intellectuel. Observer, comparer, questionner les décisions intermédiaires permet de dépasser les récits simplificateurs. Ce regard critique, attentif aux détails plutôt qu'aux slogans, devient une forme de participation civique. La question finale reste ouverte. Ce moment sera-t-il retenu comme une parenthèse spectaculaire ou comme le début d'un changement maîtrisé? La réponse ne se joue pas dans l'annonce initiale, mais dans la constance des choix qui suivent.